Eh bien, merci beaucoup pour ce compte rendu extrêmement complet et riche. Et c'était une très bonne séance qui a été coordonnée par nos collègues du CHU de Besançon, qui sont les plus avancés sur cette maladie qui est relativement répandue chez nous en France. Voilà, donc on passe la parole à nos deux coordinateurs de la séance actuelle, qui sont Jacques Chirasse et Gérard Merdin, explorateurs de l'Académie nationale de chirurgie, qui vont donc nous traiter du traitement interventionnel ou opératoire actuel des discopathies lombaires. Gérard, c'est toi qui ouvre le feu. Voilà, avec Jacques, mon vieux complice, une cinquantaine d'années, nous allons avoir le plaisir, ainsi qu'avec le groupe interventionnel d'Académie nationale de chirurgie, de vous parler des discopathies, du traitement interventionnel des discopathies lombaires. Alors, il y a 40 ou 50 ans, quand j'étais interne à la fois en radiologie et en neurochirurgie, il y avait deux façons de traiter les hernies discales. Soit on opérait de manière classique, soit on faisait une chimionucléolyse à la chemopapaïne. Les deux ont évolué puisque les voies d'abord sont devenues de plus en plus petites et les radiologues sont intervenus avec leurs aiguilles. Donc là, les uns et les autres font des pas les uns vers les autres pour se retrouver probablement au milieu de l'itinéraire. Et ça va être la première partie de notre séance qui va être consacrée au traitement mécanique des hernies discales, au traitement mini-invasif, plus par un œil chirurgical, par Georges Abilaoud, qui est neurochirurgien à la clinique Bizet, et vu par un œil radiologique par Nicolas Amoretti, qui est neuroradiologue ou radiologiste interventionnel au CHU de Nice. La deuxième partie sera la partie chimique du traitement. Le traitement de la discopathie lombaire par nucléolyse à l'ozone, qui est une nouvelle thérapeutique particulièrement intéressante, qui sera faite par Frédéric Larançon, qui est neuroradiologue à la Pitié. Et enfin, l'infiltration intradiscale et peut-être un petit peu autour du disque sera traitée par Jean-Luc Drapé, chef de service de radiologie osso-articulaire de Cochin, qui est un éminent spécialiste de la chute. Voilà, je pense que nous allons avoir une belle séance. Et on va commencer par Georges Abilaoud. Georges, c'est à toi, tu as à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Parfait. Ça te va? Ça me va très bien. Merci beaucoup, monsieur le professeur, chers amis. C'est toujours un honneur pour moi d'être là parmi vous et de vous présenter un petit peu notre expérience sur la prise en charge des discopathies lombaires par des techniques moins invasives. Donc, la colonne vertébrale est faite pour bouger et il faut l'immobiliser le moins longtemps possible. Et quand on peut se passer des arthrodèses et des grosses chirurgies, il vaudrait mieux le faire. Donc, effectivement, la discopathie devient de plus en plus fréquente avec les mauvaises postures qui évoluent actuellement, surtout avec tout ce qui s'est passé depuis le Covid. Et on sait bien que nos postures, elles vont impacter de manière assez importante sur la colonne vertébrale cervicale et lombaire. Au niveau lombaire, les pressions intradiscales augmentent fortement quand on est assis un peu comme quelques-uns dans cette salle. Donc effectivement, il faut être assis et bien droit pour diminuer la pression intradiscale et éviter que ce noyau n'ait envie de partir vers l'arrière. Donc en effet, la dégénérescence, il y a 5 stades de dégénérescence. La hernie va se produire typiquement entre le stade 2 et 3, le stade 4 étant un peu un stade où il y a beaucoup moins de noyaux qui peut produire les hernies. Donc, en France et aux États-Unis, j'ai pu un peu voir, c'est une pathologie qui peut être fréquente. Elle est fréquente, mais finalement, elle est très peu chirurgicale puisque sur 10 personnes qu'on voit avec une sciatique due à une hernie, on finit par en opérer au maximum 2 de ces patients-là. Donc, pourquoi la chirurgie a-t-elle mauvaise presse auprès des généralistes, rhumatologues, patients, familles et dans l'inconscient populaire? Se faire opérer du dos reste quand même très traumatisant pour les patients et ils évitent de le faire. Effectivement, on sait bien que les chirurgies auparavant se déroulaient de manière agressive sur la colonne vertébrale. Les personnes étaient couchées 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire après. Et donc ça traumatisait les patients, les familles, les médecins. Et ça entraînait quand même
des douleurs post-opératoires importantes. Ça l'est aussi parce que, à défaut de communication, au niveau lombaire, il n'y a plus de moelle épinière. Donc, les patients, quand on leur dit ça pendant la consultation, ils sont étonnés. Effectivement, la moelle se termine au niveau de L1 et en L4, L5, L3, L4 ou L5, L5 et tout moelle épinière. Et la chirurgie devient du coup beaucoup moins risquée. Donc, après, pourquoi on va passer à la chirurgie mini-invasive, que moi j'appelle la chirurgie la moins invasive, parce que mini-invasif, c'est un terme qui peut être mal interprété. On fait la chirurgie la moins invasive et l'approche la moins invasive possible. Ces avantages peuvent être accrus, surtout dans le cadre d'un protocole RAC. Donc, la chirurgie mini-invasive, elle va diminuer la dissection musculaire et le saignement, elle va diminuer la douleur post-op et la consommation médicamenteuse, le temps opératoire, quand on est bien formé, le séjour hospitalier, elle permet une reprise rapide des activités et elle peut se pratiquer en chirurgie ambulatoire. Donc, mais pour faire de la chirurgie mini-invasive, il faut quand même être doté quand même d'un plateau technique. Il faut avoir un exoscope et un microscope opératoire. Et parfois, quand on fait de la chirurgie mini-invasive, pour aller plus loin dans les chirurgies, il faut avoir un navigateur intraopératoire et un scanner intraopératoire. Donc, la sécurité du patient en premier lieu. Nous, on a adopté cette technique qu'on appelle Metrix, la Micro-Endoscopic Tubular Retractor System technique, donc qui est la technique la plus populaire dans les techniques de chirurgie mini-invasive, qui permet une dilatation progressive des fibres musculaires à l'aide de tubes dilatateurs, et ça aboutit à la mise en place d'un écarteur tubulaire dans lequel on va travailler. On va travailler sur un écran 3D 4K, et ça va nous permettre d'être le moins invasif possible. Ça va nous permettre aussi d'aller décomprimer, en plus d'enlever les hernies, d'enlever l'arthrose, tout ce qui bouche le canal rachidien. On peut même traverser de droite à gauche ou de gauche à droite, et ça permet d'avoir une visibilité, une visualisation assez importante sans entraîner de traumatisme musculaire ou structurel de la colonne vertébrale. Donc effectivement, à travers ce tube, on peut aller à droite, on peut aller à gauche, et on peut réséquer les hernies par un abord qui est très peu agressif. Donc effectivement, quand on est passé de la voie qu'on appelle ouverte à la voie la moins invasive possible, on va quand même diminuer le traumatisme musculaire et permettre à la musculature de rester attachée au niveau des structures de l'arc postérieur. Donc à travers ce petit tube, on peut enlever des très grosses hernies. Les incisions restent assez limitées. On peut faire des incisions qui partent de 14 à 18 mm pour pouvoir extraire des hernies aussi grosses. On peut faire un niveau, 2 niveaux, voire 3 niveaux en restant tout à fait le moins invasif ou mini-invasif. Donc après, cette technique, effectivement, là maintenant, il y a beaucoup plus de techniques et les amis et collègues vont vous en parler. Donc il y a actuellement cette technique à l'ozonothérapie qui commence à être bien réalisée. Il y a aussi cet article qui dit effectivement que la prise en charge de la hernie, et qu'elle soit chirurgicale ou autre, donne de meilleurs résultats que le traitement conservateur. Donc l'oxygène aussi, l'oxygène ozone, il y a pas mal de littérature là-dessus. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que cette conclusion, it can be considered as an intermediate treatment option between failed conservative treatment and surgery. Donc, ça peut être aussi une étape intermédiaire avant éventuellement d'avoir besoin d'une intervention. Et puis, il y a le traitement endoscopique qui actuellement est le hub du moment. Donc, tous les chirurgiens du moment se lancent un petit peu dans le traitement endoscopique. Il n'y a eu aucune étude qui montrait ou démontrait la supériorité de cette technique sur la microchirurgie minimale invasive. Il faut savoir qu'elle est quand même assez time consuming, donc elle prend du temps. Elle utilise de l'eau, beaucoup d'eau, donc dans un contexte écologique, moi je pense qu'on peut rester sur des techniques moins invasives, mais sans devoir consommer autant au niveau du bloc opératoire. Donc, quelles sont les indications absolues à la chirurgie, qui sont pour moi les contre-indications au traitement conservateur ou interventionnel? Donc, comme on le sait tous, on a tous appris ça, le syndrome de la queue de cheval, quand il y a une atteinte sphinctérienne, est une contre-indication au traitement conservateur ou interventionnel. Une cruralgie, une sciatique
déficitaire ou paralysante, il faut aller décomprimer le nerf rapidement pour permettre une bonne récupération et éviter l'installation d'un déficit moteur ou sensitif chronique qui peut être le lit à une atteinte neuropathique prolongée. Une cruralgie ou une sciatique hyperalgique morphino-récurrente, pour moi, et dans la littérature, il faut décomprimer le nerf pour éviter aussi le passage ou l'installation d'un déficit sensitif-moteur. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a des complications comme dans toute prise en charge. Dans notre série personnelle qui fait à peu près 1400 cas, c'est important, on va le dire, il faut différencier les complications de la poursuite de la dégénérescence discale et des séquelles neuropathiques. Le déficit neurologique, qu'il soit sensitif au moteur, l'infection et l'hématome, sont présents dans moins de 1% des cas. La présence de ce qu'on appelle communément une brèche, mais qu'on appelle plutôt en termes médicaux une durotomie non intentionnelle, on en a 2% dans la série. Ces 2% ont abouti à 0 séquelles et 0 reprise, puisque quand on vous enlève le tube, le muscle va se refermer et il n'y a pas de communication directe comme dans un abord direct. Il y a aussi la fibrose post-opératoire symptomatique. On sait bien que quasiment tous les patients font de la fibrose une fois qu'ils sont opérés, mais effectivement, cette fibrose post-opératoire peut être symptomatique et provoquer des douleurs neuropathiques, neurologiques. On en a eu à peu près dans 1% des cas. Il faut savoir que la chirurgie mini-invasive ne modifie pas l'histoire naturelle de la dégénérescence discale, elle ne déstabilise pas les structures anatomiques. Ce qui est important, parce que aussi ce qui fait peur aux patients et même aux généralistes et rhumatologues, c'est cette histoire de la poursuite de la dégénérescence discale qui est mise un peu sur le dos du traitement lui-même, alors que le traitement lui-même, lui, il va juste intervenir pour décomprimer les structures neurologiques. Nous n'intervenons pas dans la dégénérescence discale, sauf si on est trop agressif à faire une discectomie, ce qu'on fait de moins en moins actuellement. On enlève juste ce qui dépasse et les fragments instables. On ne va pas dans le disque faire un curetage du disque. Donc, c'est important à différencier des complications. Ce ne sont pas pour moi des complications. La douleur neurologique neuropathique, en effet, la douleur neurologique neuropathique peut s'installer. Elle est en rapport avec le degré d'atteinte radiculaire préexistante. Après, elle peut être en rapport direct avec une lésion intra-opératoire du nerf ou une traction très forte. Donc là, on rentre plutôt dans le registre de l'expertise et de l'expérience du chirurgien, mais ce sont surtout des personnes qui présentent une sciatique qui a traîné pendant des mois et des mois et qui présentent par la suite une douleur neurologique, neuropathique, même après un traitement efficace, interventionnel ou mini-invasif. Le risque de nouvelle hernie. Donc là, tout le monde dit qu'il y a une récidive de la hernie. Ce n'est pas exact. Il n'y a pas de récidive de la hernie. Il y a une nouvelle hernie qui pousse. On n'est pas dans un contexte de cancer ou de tumeur pour parler de récidive. La hernie est enlevée. Le disque qui est instable refabrique une hernie. Et ça, c'est présent dans 9% des cas dans notre série. Dans la majorité des cas, on arrive avec un traitement médical à faire passer l'épisode puisque la décompression de la structure par derrière a déjà été faite lors de la première chirurgie. Les lombalgies chroniques, c'est un thème, c'est un sujet à lui seul. En effet, 10 à 40% dans la littérature. Nous, on en a à peu près dans les 20%, 2 sur 10 continuent d'avoir des douleurs lombaires qui peuvent ou pas être invalidantes. Alors, cette poursuite de la dégénérescence discale, il y a une solution. En effet, il y a une solution. La solution, c'est de traiter la sciatique avant l'installation d'un déficit. Donc, quand une sciatique est hyperalgique et avec déjà quelques caractères neuropathiques, il faut décomprimer le nerf. Il ne faut pas attendre avec les traitements, ça ne sert à rien. On va tomber dans le neuropathique, donc il faut y aller rapidement. Donc, c'est la décompression microneurochirurgicale rapide. Et puis après, malheureusement, quand cette sciatique s'installe dans le temps après une décompression, on peut proposer aux patients une stimulation médulaire. Et la stimulation médulaire, actuellement, elle prend beaucoup de place dans nos pays, en France aussi, puisque avec les crises des opioïdes, des traitements, on va plutôt vers cette chirurgie qui est une chirurgie qui est moins invasive, qui permet de contrôler la douleur en fermant la porte à l'influx nerveux qui est erroné, qui part du nerf lésé et qui y arrive au cerveau. Donc, c'est une chirurgie qu'on pratique
maintenant de plus en plus et elle donne des résultats qui sont excellents si elle est faite dans les 2 années suivant l'installation de la neuropathie. Aussi, nous avons la solution quand il s'agit de nouvelles hernies ou de lombalgie chronique. Donc là, actuellement, on devient un peu plus expérimenté dans cette prise en charge. Ce qu'on fait, c'est que quand il y a une hernie assez grosse qui survient dans un contexte de lombalgie qui sont chroniques, nous n'allons pas par derrière, on va par devant, par un abord, un mini-alif, donc un abord de 5 cm, en rétropéritonéal, en double équipe avec un chirurgien vasculaire. On pratique la résection du disque de la hernie et le remplacement du disque, soit par une prothèse mobile, soit par une prothèse fixe. C'est un geste qui est rapide, sécurisé, définitif. Ça traite, ça guérit en même temps. Et on a les meilleurs résultats de la LIF qu'on a, c'est les lombosciatalgies. Ce ne sont pas les lombalgies chroniques, mais les lombosciatalgies. Les gens sont très contents et très heureux et retrouvent une vie qui est parfaitement normale. Donc, c'est un autre abord qui part par l'avant pour aller réséquer le disque. Ça concerne le disque, surtout L5-S1, et en moindre degré le disque L4-L5. Avec un chirurgien vasculaire, on accède à cette zone. Donc, on a notre access surgeon avec lequel on travaille. Donc, ça nous permet, ça c'est une incision de 5 cm, ça nous permet d'aller en rétropéritonéal, enlever la hernie. On a un microscope 3D qu'on met pour être sûr que tout a été enlevé en profondeur. Une fois que la hernie a été enlevée, on sécurise par la mise en place d'un implant fixe ou un implant mobile. Tout ça, ça dépend surtout des constatations préopératoires. Ça, c'est une patiente que j'ai opérée. Ça faisait 1 an et demi qu'elle avait une sciatique hyperalgique avec des lombalgies qui traînaient depuis une dizaine d'années. Je l'ai opérée hier matin. J'ai pris la décision. Puisque la hernie était quand même très grosse et les lombalgies anciennes, et j'étais sûr qu'elle allait avoir des problèmes par la suite. Donc, opéré hier à 11 h avec le chirurgien vasculaire, on a abordé le disque en maximum 10 minutes. On est sur du L5-S1, c'est très facile. On enlève tout le disque, on enlève la hernie et on sécurise. Cette patiente est sortie aujourd'hui en post-opératoire. Elle a quasiment zéro douleur. Elle n'a même plus les sensations de lumbago qu'elle avait. Donc, elle a ressenti un changement immédiat. Et ça, c'est grâce à cet implant qui va redonner de la hauteur entre les vertèbres. Ça, c'est un autre cas intéressant. C'est une dame qui avait une très grosse hernie qui évolue avec une sciatique hyperalgique. Elle avait des lombalgies chroniques depuis 10 ans. Ça faisait 10 ans qu'elle avait ces lombalgies. On comprend pourquoi elle les avait. C'est parce qu'elle avait une perte de lordose lombaire significative entre L4 et S1. Et donc, cette dame, nous avons pris le choix de l'opérer pour enlever la hernie par l'avant. On a restauré une statique rachidienne parfaite après cette chirurgie. Là, on est à 1 an et demi de cette prise en charge. Elle a repris toutes ses activités sportives qu'elle avait arrêtées depuis de nombreuses années. Donc ça, c'est une jeune fille de 19 ans traitée par un traitement conventionnel pendant 1 an et demi. Elle avait arrêté l'école la dernière année. Et elle avait eu tous les traitements, même de zone, ça ne fonctionnait pas. On a décidé de lui changer son disque, on a enlevé la hernie, on a mis une prothèse mobile qui permet de maintenir la mobilité en L5-S1. Donc ça, on est très content d'avoir cette technique. Cette personne qui est venue pour un tableau de syndrome de la queue de cheval avec une volumineuse hernie, 140 kg. Donc c'est vraiment une des indications. On fait une petite incision, on rentre, on enlève tout et on sort sans devoir aller plus loin. Après, donc effectivement, le traitement mini-invasif, il doit se faire vraiment dans un endroit sécurisé, dans un bloc sécurisé avec des médecins interventionnels de chirurgiens qui savent pratiquer ces techniques. Il ne faut pas faire ça de manière aléatoire. Tout traitement, même mini-invasif, a ses limites et il faut savoir reconvertir en cas de complications. Je vous remercie de votre attention. Et je suis là pour répondre à vos questions. Merci. Un monsieur qui était traité pour une hernie discale lombaire. Ah oui, ouais. C'est une bonne technique locale. Mais merci Georges de cette très intéressante communication. J'avoue que je suis impressionné par les résultats. C'est plein de questions. Par exemple, quand tu fais, est-ce que tu peux faire tes interventions mini-invasives sous anesthésie locale ou est-ce qu'il faut une anesthésie générale? Ce n'est pas obligatoire. On peut faire ça en rachianesthésie. En local pur, moi je ne l'ai pas fait. Ça se fait en local pur avec de l'hypnose. Oui. Ça, c'est une possibilité.
moi, je préfère au moins une rachianesthésie, voire la générale. La générale permet aux patients de se lever très rapidement après. La rachianesthésie peut avoir un effet prolongé. Donc, nous, on pratique l'anesthésie générale. Ma question est liée, on voit de plus en plus de personnes âgées avec discopathie, des hernies discales très invalidantes et pour lesquelles on est parfois, moi j'ai vu récemment une personne de 97 ans qui était très gênée par une hernie discale. Est-ce qu'on peut l'opérer, quoi? On peut l'opérer. On peut l'opérer. Là, on a opéré 95, ça c'était le dernier patient âgé, mais on peut arriver à 97 ans, bien sûr. Et pour les récidives, est-ce que tu n'envisages pas, par exemple, de faire des nucléolyses ou des choses comme ça, qui sont des gestes quand il y a des nouvelles hernies, pourquoi pas ne pas retenter un geste interventionnel. Mais pour moi, quand il y a une nouvelle hernie qui s'installe et qui est vraiment douloureuse, très grosse, là maintenant, je rentre par le ventre. D'accord. Et par le ventre, un abord antérieur qui est beaucoup plus safe que de repartir dans la fibrose post-opératoire, exposer le nerf. Par l'avant, tu as une voie qui est royale, elle te permet d'accéder au disque. Une fois que le disque est… Déjà, le patient, quand il est sur le dos, le disque, il va s'ouvrir. En curarisant, il est ouvert, on rentre, et là, on va pouvoir, avec le 3D 4K, enlever la hernie sans toucher au nerf. Donc, le nerf, on le voit en fin de chirurgie, il bat bien. Alors que par derrière, on va… pour moi, la hernie et la nouvelle hernie, c'est le symptôme de la maladie du disque. Je suis d'accord qu'il faut faire le moins invasif possible. La grande majorité des hernies ne sont pas opérées et la grande majorité des hernies répondent à une première chirurgie, qu'elle soit interventionnelle ou mini-invasive. Les gens, dans 80% des cas, ne reviennent pas, ils sont contents et heureux. Mais quand ils commencent à revenir et à avoir des douleurs lombaires, c'est que le problème, c'est vraiment le disque lui-même et qu'il faut aller traiter aller jusqu'au problème. Et par en avant, tu peux faire plusieurs disques. Par avant, on est rapide, secure et safe sur le L4, L5 et L5SA. Le message, c'est que le L5SA, c'est un niveau qu'on fait toujours avec les vasculaires, mais c'est un niveau facile puisque la bifurcation, dans la grande majorité des cas, se fait plus haut. On fait toujours systématiquement des angioscanners pour être à l'abri de malformations vasculaires à ce niveau-là. Le L4, L5, c'est beaucoup plus safe de le faire avec un vasculaire parce qu'on a toujours une veine iliolombaire qui se cache dans un coin. Et si on arrache cette veine iliolombaire, on peut avoir un saignement foudroyant. D'où l'intérêt de travailler en équipe et en transversalité. Donc, on peut faire même du L3, L4. Mais ce qui est logique, comme j'ai montré sur une des diapos, c'est de faire deux niveaux. Deux niveaux, ça traite suffisamment de pathologie. Est-ce que dans le cas d'un niveau antérieur, tu peux le faire par une voie laparoscopique, cette chirurgie-là? Oui, mais la problématique, c'est qu'il faut mettre des implants. Tu vois, c'est après pour mettre un implant, tu vois, qui fait il faut refaire une autre incision pour le faire rentrer. Mais ça peut être le cas. En tous les cas, on travaille je ne connais pas. On travaille en rétropéritonéal, donc on est. Ouais. Est-ce que vous avez moins de chronique suite aux interventions par l'antérieur? Moins de lombalgie chronique. Les patients opérés de lombo-sciatique par devant, ils vont très bien. Ceux qui sont opérés pour des lombalgies chroniques en allant par le ventre, on sait que les lombalgies chroniques, c'est quand même un terrain assez particulier et puis que les patients sont dans une bonne proportion, c'est des accidents de travail, c'est des métiers physiques difficiles. La lombo-sciatique, elle répond bien à l'abord antérieur. Et les gens, ils reprennent des activités qu'ils n'ont pas faites depuis longtemps. OK, d'autres questions dans la salle? Non? Parfait, excellent. Je repasse la parole à Gérard pour qu'il puisse… Il a encore… C'est Gérard Morvan qui a des questions. Oui, j'ai 2-3 trucs à te demander. Oui. Quand tu as un geste osseux à faire, canal un peu étroit, voire même franchement étroit, sur une hernie discale, canal constitutionnel, est-ce que ça marche? Mais écoute, ça marche, mais moi, quand le canal est constitutionnellement étroit, moi, je préfère un abord microchirurgical classique. Parce qu'on a essayé avec les tubes, l'endoscopie et tout, on expose le patient à un risque de brèche durale importante quand le canal est constitutionnellement étroit. Quand il est étroit par l'arthrose, on peut y aller avec des techniques moins invasives. Mais quand il est vraiment constitutionnellement étroit, quand tu rentres, tu as les articulaires qui sont vraiment très bloquantes. Donc, tu vas devoir faire une arthrectomie.
Et c'est pas, pardon? Ah non, par voie postérieure. Oui. Donc, Et quelle est la différence entre ta voie à toi avec un spéculum qui te fait une chambre de travail et la microchirurgie qui est à peu près la même chose? dans tous les cas, les résultats sont, je dirais, à peu près pareils. La microchirurgie, elle expose la structure au niveau médian. Donc, tu fais ton incision médiane et tu dégages, tu écartes les muscles. Là, tu rentres en transmusculaire, en percutané, si tu veux. Tu rentres en transmusculaire. C'est ça la différence, c'est le transmusculaire, ce qui permet quand même, en post-opératoire immédiat, d'avoir moins de douleur et une meilleure immobilisation, tout en sachant qu'à 1 an, quasiment tous les patients se rejoignent. Quelles que soient les techniques faites, toutes les séries disent à 1 an, les gens, ils se rejoignent à peu près. Il y a des différences, mais qui ne sont plus significatives 1 an plus tard. Et la deuxième question, c'est quand tu vois les scanners ou l'imagerie par résonance magnétique de gens qui ont été opérés par voie traditionnelle, on est surpris de l'état musculaire. De temps en temps, on s'aperçoit qu'il y a des gros dégâts musculaires. Il y a des dégénérescences à DAR3. Absolument. Ouais. Est-ce qu'on a vérifié tes patients par la voie transmusculaire à 1 an, par exemple, pour savoir quel est… On a fait une petite étude sur une trentaine de patients. Effectivement, il n'y a pas de problématique de dégénérescence musculaire à ce niveau-là. La grosse dégénérescence, c'est quand on fait les grosses laminectomies. Parfait. Bravo. Merci à vous.